Téléspectateurs, mesdames et messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance, c'est le rendez-vous du journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur notre compte YouTube de la télé Renaissance. Et les titres de ce journal: la communauté est-africaine est en difficulté liée à son fonctionnement à cause de l'irrégularité des contributions des pays membres. Le Burundi et le Sud-Soudan sont les plus endettés de la communauté. Les militaires du 46e bataillon AMISOM en congé au Burundi sont obligés de se payer le ticket retour après l'expiration du contrat en novembre avec les Américains qui assuraient la logistique. Nous vous parlerons également de la clôture et de l'exposition Made in Rwanda ce mardi avec 80% de la participation par rapport aux expositions antérieures. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Les Burundais du 46e bataillon AMISOM qui étaient en congé au pays commencent à se payer les billets d'avion pour retourner en mission. Cela est dû à des vols administratifs récemment suspendus qui devraient les permettre de retourner en Somalie. Ces vols faisaient partie de la logistique donnée par des Américains et le contrat qui a pris fin au mois de novembre. Franck Kazé pour les détails. Chaque militaire qui retourne à mission est désormais obligé de payer lui-même le vol retour jusqu'en Somalie pour un montant de 950 000 francs burundais non remboursables. Cette mesure a surpris les militaires qui étaient en congé depuis le 15 novembre. Ils avaient été avertis que celui qui ne sera pas en mesure de s'acheter le billet sera rayé de la liste. Pour les convaincre, le ministère de la Défense nationale a déposé sur les comptes bancaires de ces militaires un salaire de 3 mois d'arriéré avant de leur dire de payer eux-mêmes le vol pour rejoindre le contingent burundais en Somalie. Mais les militaires qui sont partis en congé le 21 novembre, eux, étaient avertis qu'il n'y aura pas de vol retour gratuit comme d'habitude et qu'ils devront se prendre en charge. Seul le commandant du contingent, le G2, chargé du renseignement, et un officier du 50e bataillon qui avait perdu un enfant ont pris ce risque. En temps normal, avant la suspension de ce vol administratif, il y avait 3 vols par mois vers Bujumbura. Par contre, des vols administratifs d'autres contingents comme ougandais et djiboutiens sont toujours actifs, sauf celui du Burundi. Pour rappel, des rumeurs au sein du contingent burundais font état de réduction d'au moins 150 militaires burundais avant la fin du mois de février, ce qui aurait poussé ces militaires à se payer ces vols pour que leur contrat ne soit pas rompu au sein de la MISOM, alors qu'ils doivent terminer leur mission en mars prochain. Merci à Franck Kazé. La communauté des pays de l'Afrique de l'Est souffre d'un manque criant de moyens pour le fonctionnement de ces secteurs, entre autres que son Parlement. Non seulement qu'elle est obligée de réduire ses activités prévues, elle doit aussi s'abstenir à exécuter certaines tâches faute de moyens. Ces fonds sont généralement générés par les contributions des pays membres qui ne sont plus réguliers, avec un espoir qu'ils tiendront les promesses de verser les cotisations à la fin de cette année de 2018, Denis Daikenguluki. Parmi les grandes défaillances de la communauté est-africaine, le Burundi et le Soudan du Sud se classent premiers. Ils ont une dette qui va au-delà de 29 millions de dollars qu'ils doivent payer à la communauté. Le Soudan du Sud doit 7,37 millions de dollars à la communauté est-africaine dans la contribution budgétaire de l'année dernière 2017, tandis que les arriérés du Burundi s'élèvent à 4,4 millions de dollars pour la même période que le Soudan du Sud. L'Ouganda, de son côté, a une dette de plus de 54 millions de dollars envers l'EAC. Pour y parvenir, ils doivent se faire un plan de paiement qui s'étale sur une période de 2 ans. Le retard pour le reste de ses membres déstabilise également le fonctionnement de la communauté et cause un déficit budgétaire d'au moins 1,4 milliard de dollars. Cela a été la motivation du lancement de la 5e stratégie de développement de la communauté est-africaine initiée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'était en février 2018 à Kampala. À côté de ces arriérés, la communauté a besoin d'un budget de 8,3 millions de dollars pour l'exercice 2018-2019 pour chaque pays membre.
Ce budget a été approuvé par l'Assemblée législative de l'EAC lors de sa réunion tenue en juillet à Nairobi. Il a été convenu que chaque pays s'acquitte au moins la moitié de sa contribution pour l'exercice de 2018 à 2020 à compter à partir de septembre dernier afin de permettre l'achèvement du mandat des organes de l'EAC. Actuellement, c'est le Kenya qui est en avance, qui a déjà versé 80% de ses arriérés, l'Ouganda avec 53%, la Tanzanie 26% et le Rwanda 25% de sa dette. La communauté attend impatiemment celle du Burundi et du Soudan du Sud. Merci également à Denis Daikenguru qui est de sa vive voix l'ancien chef d'État Pierre Buyoya ne s'inquiète de rien par rapport au mandat émis contre sa personne et ses autres Burundais accusés par le régime Nkurunziza d'être impliqués dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Sur la radio anglaise BBC, Pierre Buyoya s'inquiète plutôt de l'impasse politique qui est à la source de ces mandats pour dérouter l'opinion qui s'interroge sur cette situation. On l'écoute, il est au micro de notre confrère Alou Diawa, correspondant de la BBC au Mali. Il s'agit là d'une manœuvre politique, certainement pour cacher les difficultés auxquelles le régime fait face. Il s'agit probablement aussi d'un clin d'œil à la population en rapport avec les élections qui sont envisagées en 2020, en particulier à la population Hutu, pour dire voilà, nous, gouvernement du Burundi, nous sommes prêts à venger le président Hutu. Une manœuvre électoraliste, c'est tout simplement à usage politique pour neutraliser les opposants. Je pense que c'est maintenant que le régime qui est en difficulté à cause des sanctions, à cause des enquêtes de la CPI, à cause des pressions pour accepter le dialogue politique. Je crois que c'est à ce moment que le gouvernement pense qu'il a besoin d'un document comme celui-là pour un peu faire la diversion. Ce dossier a fait l'objet d'une enquête des Nations Unies, a fait l'objet d'une enquête interne, donc de jugement, a fait l'objet de débat à Arusha. Jamais, à aucun moment, mon nom n'a été cité dans cette affaire. Je ne suis pas le seul à être visé parce que sur la liste, nous sommes 17 personnes. Certains de ces personnalités, je les connais, donc on est en contact normalement. Ce n'est pas à cause de ce dossier. Je crois que ce qu'il faut ajouter ici, toutes ces personnalités, pour la plupart, ils appartiennent à une communauté, la communauté Tutsi. Ce qui fait que cette affaire est perçue aussi comme une vengeance ethnique. C'est une démarche très dangereuse qui va briser toute la corde qui lie encore le peuple burundais. Je pense que cette extradition n'aura pas lieu parce que je ne suis pas le premier à être sous mandat d'arrêt. Ils sont nombreux parmi les opposants, appartenant à des partis politiques, appartenant à la société civile. À ma connaissance, il n'y a personne qui a déjà été extradé vers le Burundi. Hors de nos frontières, la 4e édition de l'exposition des produits fabriqués au Rwanda voisin, dit Made in Rwanda, s'est clôturée ce mardi. Les producteurs atteignent pour le moment 80% par rapport à la participation dans la première édition de cette exposition, tandis que le nombre de visiteurs s'est multiplié par 4, comme nous le rapporte notre envoyé Thierry Bigirindavyi à travers ce reportage. Le constat du porte-parole de l'exposition Made in Rwanda, Théoneste Nagenegwa, après 7 jours que vient de durer cet événement. Cette édition, c'est la 4e édition de l'expo Made in Rwanda. On a organisé les 3 dernières expos à partir de 2016. Et cette expo a une particularité qu'il a eu beaucoup d'exposants. Actuellement, on a 463 exposants. Cette expo se déroule pendant 7 jours. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Et en termes de participation aussi des visiteurs, on a eu une grande participation. Mais si on espère que dans les jours à venir, dans les expos à venir, on va faire le tout possible pour augmenter le nombre de visiteurs. Il trouve aussi que cette exposition est une opportunité pour les exposants, non seulement de se faire une publicité, mais aussi de découvrir de nouvelles façons de faire chez d'autres exposants du même secteur. Cette expo
permet aux producteurs d'exposer les produits, mais surtout aussi de rencontrer les potentiels clients et aussi de découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Quand ils se rencontrent avec les participants de l'expo, des exposants qui sont dans le même secteur, ils échangent aussi les manières de faire des choses et aussi comment améliorer leur façon de faire. Mais aussi, ils parviennent aussi à contacter des potentiels partenaires pour la vente de leurs produits, mais aussi pour les investissements dans les activités. Dans les prochaines expositions, les organisateurs souhaitent l'accroissement de la période que dure l'exposition, passant d'une semaine à 2 semaines. Augmentation des variétés de produits exposés jusqu'à ce qu'on puisse faire une exposition Made in Rwanda qui a la même taille que les expositions internationales. Dans les expositions à venir, on pense à augmenter la variété des produits exposés, mais aussi on pense à augmenter le nombre de jours pour l'expo, peut-être de 7 jours à 14 jours ou à 10 jours, pour pouvoir donner aux gens le temps de bien exposer ce qu'ils ont. Mais aussi on pense à trouver des moyens pour attirer beaucoup de visiteurs, parce qu'on a comme objectif que cette expo pourrait être de même taille que l'expo internationale qu'on organise normalement. Donc, la participation de l'expo internationale, c'est autour de 300 000 et actuellement on est aux alentours de 40 000, 50 000. Donc pour nous, on veut faire en sorte que dans les jours à venir, on ait une participation qui est satisfaisante, sinon qui peut dépasser l'expo internationale. Certains visiteurs étaient surpris d'apprendre que ces produits sont tous fabriqués au Rwanda. Ils étaient agréablement surpris car ils croyaient que ce sont des produits importés. C'est le constat de certains exposants. Les visiteurs sont surpris. La majorité de ceux qui viennent ici ne croient pas que ces produits sont fabriqués au Rwanda. C'est après une explication qui montre le processus de fabrication qu'ils sont convaincus. Quand ils voient ces produits ailleurs, ils peuvent croire qu'ils ont été fabriqués dans d'autres pays. Mais quelqu'un qui vient dans une exposition Made in Rwanda, force est de constater que même les Rwandais sont capables de faire ça. Un Burundais réfugié au Rwanda qui s'était rendu à cette exposition a été agréablement surpris lui aussi par la diversité des produits fabriqués au Rwanda. Il considère que c'est cette audace d'oser produire ici en Afrique qui peut être le moteur du développement de notre continent. Tu vois qu'il y a beaucoup de progrès à propos des talents que les Rwandais ont pour faire des fabrications à partir de leurs propres ressources naturelles. La matière première vient de l'Afrique. Manquait le savoir-faire. Mais maintenant que les gens commencent à prendre des initiatives, à fabriquer des choses qu'on ne fabriquait pas ici auparavant, rien ne peut empêcher le développement de l'Afrique. Parce que 90% de ce qu'on mangeait, de ce qu'on buvait, de tout venait d'Europe, d'Asie. Maintenant c'est africain. Donc on est fiers. Une 5e édition de l'exposition Made in Rwanda aura lieu l'année prochaine dans le même endroit. Dans cette 4e édition, force est de constater que ceux qui fabriquent des différents produits au Rwanda ont déjà vu l'importance de participer à l'exposition. Divertissement avant de clore ce journal, l'artiste burundais Gérard Ndikubwayo, connu dans les années 90, va se produire ce week-end dans la ville de Kigali au Rwanda voisin. Après plusieurs années d'absence, l'équipe de la Télé-Renaissance l'a visité lors des répétitions préparant ce concert. Gérard Ndikubwayo affirme que le patriotisme et la pérennisation de la culture sont le mot d'ordre pour concrétiser et sensibiliser les Burundais partout dans le monde. Bertrand Gendakurio nous en dit plus. Cette voix nostalgique est celle de Gérard Ndikubwayo. Plusieurs l'ont connu via des émissions culturelles à la télévision nationale du Burundi. Eh bien, il va faire son retour sur scène devant son public à majorité réfugié ce vendredi dans l'une des salles de la ville de Kigali. Son message portera essentiellement sur la revalorisation de la culture burundaise à travers sa musique. Nous
notre musique, il ne faut pas qu'elle reste strictement dans notre pays, il faut qu'elle soit vendue d'abord dans le premier temps, pays voisins, mais aussi à travers le monde entier. Actuellement, nous avons, il faudrait qu'on revoit notre manière de l'initier surtout ce message de nos musiciens de travailler strictement sur les motifs traditionnels parce que la musique bourgondaise elle est vraiment très bonne mais il faut absolument y mettre de tout le paquet, il faut travailler sérieusement, il faut d'abord au niveau de la technique mais aussi au niveau du marketing. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent venir pouvoir financer, mettre des gens, injecter des fonds dans la musique bourgondaise parce que c'est une musique qui est très très bonne, qui peut bien apprécier, qui est bien appréciée à travers le monde entier. Les Burundais doivent se rappeler de l'importance de la valeur de la culture burundaise, car sans culture, il n'y a pas de développement possible. Gérard Ndikugayo interpelle surtout les jeunes de garder la musique burundaise dans leurs veines et de la promouvoir partout où ils sont. Un message à mes petits frères, les musiciens, c'est pour qu'ils puissent travailler strictement beaucoup sur la musique traditionnelle. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur des styles modernes comme le reggae, le jerk, etc. Mais par après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller loin, puisque c'est un style qui a été fait par d'autres peuples. Alors je me suis concentré sur la musique burundaise. Mais voilà que les chansons, les compositions que je fais quand même sont bien appréciées. Pas seulement au niveau des Burundais, mais aussi quand j'étais à Kampala, par exemple, j'ai vu des organisateurs étrangers qui dansaient de la musique burundaise, qui disaient la musique burundaise. À mes invités, je lance un message de venir très très nombreux et je leur dis franchement qu'ils ne seront pas du tout déçus. Le concert aura lieu vendredi 7 décembre 2018 au centre Oasis of Peace à Kigali. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous tenir compagnie. Au revoir, à la prochaine.